Le titre que vous avez sur le résumé, c'est « Des usages et des savoirs de la sainteté à un atlas des dévotions ». Donc, des usages et des... en fait, c'est lié. Des usages et des savoirs de la sainteté, le titre de cette communication à deux englobe en fait deux projets successifs, devenus par tous les deux dans Aztec et devenus par leur réunion en 2014 deux phases d'un même projet collaboratif au sein du LabEx Aztec. En fait, c'était parce qu'il y avait des convergences qu'on a réfléchi à la manière d'associer puis de fusionner nos projets. Donc la première phase, si je puis dire, qui était menée par moi-même, c'est un projet qui s'intitulait Hagiographie, sainteté royale et sainteté locale, pratiques cultuelles et patronage symbolique dans l'Europe catholique de la fin du XVIe au milieu du XVIIIe siècle. Et il a couru, si je peux dire, de 2012 à 2015, mais avec deux workshops, un colloque internationaux en 2012-2013, et des réunions et un livre qui a été publié. Tiens, passe l'image. Voilà, un livre qui a été publié cette année parce qu'il y a eu un an d'édition, de réécriture, de traduction, donc il m'a beaucoup occupée. La seconde phase du projet est portée depuis 2014 et court encore par Jean-Marie Le Gall, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, de l'Université de Paris 1, et qui est remplacée par Isabelle Briand. Et elle est aujourd'hui, cette deuxième phase, dans sa phase de réalisation maximale, et elle fera donc l'essentiel de notre présentation. Ce projet à deux volets a toujours été inscrit dans deux dimensions essentielles au LabEx Aztec. La dimension collaborative, de réseau en réalité, et de collaboration interne au sein d'équipes différentes inscrites dans le LabEx Aztec, puisque Jean-Marie Le Gall est de Paris 1, de l'IHMC, moi je suis du Centre de recherche historique de l'École des hautes études, et initialement j'étais au CAR, qui était un groupe, une équipe du Centre de recherche historique, et qui a fusionné avec le CIEFR pour devenir le César. Et voilà. Donc, ces deux dimensions essentielles étaient la dimension collaborative et l'internationalisation. Donc, la première phase du projet mettait au centre de son questionnement un objet très, très, très global et très plastique, qui était la liturgie et les rituels, compris comme des lieux de production de savoir d'érudition d'une part, mais aussi d'établissement de règles et de normes à prétention universelle, et autour desquels s'organisait le jeu d'acteurs locaux multiples. Donc il s'agit plutôt des acteurs, des groupes et de la production de savoir, mais par des érudits qui sont aussi des acteurs des transformations normatives. Donc il s'agissait d'interroger les effets des réformes de la liturgie intervenues juste après le Concile de Trente sur les interactions entre normativité universelle, entre guillemets, romaine, et normativité locale, les ordres religieux, les diocèses, les évêques, les souverains aussi, dans l'Europe qui m'a intéressée dans le livre, celle des Habsbourg, et sur la confrontation et les compromis entre traditions anciennes et locales. La dimension collaborative s'est traduite, et internationale, s'est traduite aussi par un comité de pilotage international, un type de réseau, et la présence systématique dans les réunions et dans le livre de collègues des pays d'Europe centrale et orientale dont les travaux sont peu connus et peu diffusés dans les sciences sociales et humaines dans l'Europe occidentale et même jusqu'aux États-Unis. Donc c'était un double réseau. Dans le second volet de ce projet, collaboratif et tout autant internationalisé, nous partons d'une autre entrée pour interroger une autre dimension de cet objet multiforme qu'est la dévotion catholique à l'époque moderne et dans le monde. Nous entrons dans notre problématique désormais par l'analyse d'un type de pratique sociale, dévotionnelle aussi, mais c'est une pratique sociale, la demande d'indulgence pour une confrérie, soit une confrérie déjà préexistante, alors on voit une impulsion locale, soit et qui serait confirmée donc par le pape et par l'indulgence qu'il lui accorderait, soit une confrérie à créer par le pape. Encore une fois, cette démarche amène à préciser les écarts entre les réalités locales, les acteurs de terrain,
les règles imposées par l'institution romaine, nous sommes à la fin du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, les ordinaires, les supérieurs et parfois aussi les patrons que sont les seigneurs terriens. Donc ce projet a été, ou ces deux projets fusionnés maintenant, ont été soutenus depuis le début par le LABEX Aztec, que nous remercions tout particulièrement, mais aussi par le Centre de recherche historique et le CAR, le Centre d'anthropologie religieuse européenne, l'IHMC, et selon ces deux volets, par le GDR, Connaissance de l'Europe médiane, donc le groupe de recherche du CNRS, Connaissance de l'Europe médiane, et un institut de l'Académie des sciences de la République tchèque, l'Institut de littérature, puis par l'École française de Rome. Donc merci donc à Aztec et merci à tous ceux qui ont contribué à nous permettre d'exister. Et je passe la parole à ma voisine qui va vous donner des renseignements très formalisés sur la mise en place de cet atlas des dévotions basé sur les registres de brèves d'indulgence conservés à la curie romaine. Merci Marie-Elisabeth. Donc, je vais vous présenter sous la forme la plus ramassée possible d'abord les résultats de l'enquête, enfin les modalités de l'enquête, les premiers résultats et finalement les réalisations à venir qui devraient être achevées dans un futur que nous espérons assez proche. Alors c'est d'abord une enquête qui a été reprise, prolongée, complétée à partir donc d'un ensemble de recherches qui ont été menées il y a déjà plusieurs années par Bernard Dompnier et Marie-Hélène Frochet-Chopard ainsi que Françoise Hernandez. Or l'objet de cette enquête, ce sont 9 registres de la secréterie des brefs de la curie romaine comportant les mentions de brefs délivrés pour toute la chrétienté en réponse à des demandes particulières. Donc des brefs qui sont délivrés à l'échelle du monde, de l'Europe à l'Amérique et exceptionnellement même d'autres domaines géographiques, mais c'est quand même très exceptionnel. Alors les brefs accordent des indulgences plénières à des confréries placées sous des titulatures très variées, allant du Saint-Sacrement au Christ des agonisants et de Saint-Jean Népomucène, par exemple, à la Vierge des Sept Douleurs. Mais ce n'est que quelques exemples. Je crois qu'on en est à une centaine, voire plus d'une centaine de titulatures différentes. Alors chronologiquement, ces brefs couvrent une période allant du début du XVIIe siècle, on en a quelques-uns pour la fin du XVIe siècle, mais ce sont vraiment des sources très lacunaires, jusqu'en 1799, et cette date est une date que nous avons justement, grâce au financement du LABEX Aztec, pu atteindre de façon très très récente, puisque ça date des 3 derniers mois. Donc c'est un observatoire de la vie des confréries et c'était l'esprit dans lequel avait été lancée l'enquête par Bernard Dompnier et Marie-Hélène Frochet-Chopard. Nous avons un petit peu déplacé l'intérêt en nous intéressant, comme vient de le dire Marie-Elisabeth, plus exactement aux formes des dévotions et au contenu des dévotions. Alors, les premiers dépouillements effectués avaient permis de rassembler les données d'un peu moins de 10 000 brefs et donner lieu à des articles portant notamment sur la dévotion à Saint-Joseph, sur les fins dernières et sur la géographie des confréries. L'enquête donc a été reprise, voici maintenant plusieurs années, avec l'aide d'un financement du LABEX Aztec, et elle regroupe des chercheurs français et étrangers avec comme second porteur au sein d'Aztec de Marie-Elisabeth. Elle couvre non seulement la chrétienté européenne, mais l'ensemble de l'espace américain. Donc, on vous l'a dit, elle est pilotée par Jean-Marie Le Gall et bénéficie en particulier du travail remarquable d'Isabelle Vérité, qui est ingénieure de recherche CNRS à l'IHMC et du soutien de l'École française de Rome. Elle a été complétée pour les périodes les plus tardives du XVIIIe siècle de l'école du XVIIIe siècle par les travaux, par les dépouillements donc, de 2 étudiants, enfin ce ne sont plus vraiment des étudiants, ce sont des docteurs romains, Alessia Lirosi et Roberto Benedetti. Donc une enquête internationale qui bénéficie de la collaboration de chercheurs belges, avec notamment Annick Delfos, italiens, Paolo Cozzo, Alessio Serra, Pierre Ragon de Nanterre également pour l'espace américain et Antoine Mazurek pour la péninsule ibérique, ce qui nous permet de couvrir l'ensemble de l'espace concerné et également
Mikuláš, pour l'Europe centrale, qui est essentielle. Donc une première journée d'études a été organisée à l'École française de Rome en 2014 sur les dévotions mariales et a permis de préciser les pistes de l'enquête. Une seconde journée d'études a été consacrée en janvier 2016 à la dévotion au saint. Et les contributions à cette occasion ont permis de préciser les attendus d'un premier tome de l'Atlas des dévotions qui sera finalement consacré aux saints et pour lequel les cartes devraient être réalisées au début 2017. Les premiers résultats donc, sont maintenant disponibles. Alors l'enquête repose sur le dépouillement des brefs romains, dont certains sont parfois très difficilement lisibles, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Là, c'est vraiment très clair, mais certains sont franchement illisibles et nous avons dû renoncer même au dépouillement de certaines années. Le bref fait ensuite l'objet d'une transcription et d'un codage des principales informations, la titulature de la confrérie qui peut être simple ou multiple, ça peut être tel saint et la Vierge, la Vierge du Pilar par exemple, la date, le diocèse, le siège de la confrérie, s'il s'agit d'une église paroissiale, conventuelle ou d'une chapelle ou d'un hôpital, par exemple d'une chapelle d'hôpital, la fête principale pour laquelle l'indulgence plénière est accordée. Donc toutes ces informations sont transcrites et codées. Les brefs sont ensuite enregistrés dans une base Excel. Pas très visible. Une base Excel, donc avec notamment la mention du folio dans lequel figure ce bref, puisque vous avez parfois des brefs, des folios qui regroupent 7 à 8 brefs différents. Donc on peut avoir une vue d'ensemble. Donc pour le colloque de janvier 2016, nous en étions à 15 798 brefs et nous pensons atteindre les 17 000 brefs à la fin, et peut-être même 18 000 si les saints sont avec nous. Donc une vue d'ensemble des différents brefs en fonction des différentes groupes. On peut facilement donc repérer des périodes de forte activité au cours du XVIIe siècle et une baisse donc de celle-ci dans les accords de bref au cours du XVIIIe siècle, avec des remontées cependant ponctuelles qui demandent encore à être interprétées. Alors qu'en est-il des saints dans l'ensemble de cette base? Voici donc la place des saints. C'est un très beau tableau et un très beau schéma donc, forgé par Isabelle Vérité. Donc en fait, les saints, vous le voyez, ne représentent que 34%, c'est quand même un peu plus d'un tiers, donc des brefs. 34%, ce qui n'est pas négligeable, et ça permet de faire déjà un certain nombre de tests. On a pu classer les saints par popularité et établir ainsi un top 10, voire même parfois un top 30 des saints les plus populaires. Alors en tête, Joseph, en deuxième, Saint Antoine de Padoue, en troisième, Anne. Ensuite, la question de la répartition par période. Alors, la popularité de Joseph, par exemple, ne se dément pas. Joseph, c'est une sorte de valeur sûre, suivant les périodes. Par contre, Saint Antoine de Padoue est beaucoup plus invoqué. Mais là encore, c'est les créations les créations de confréries ou la validation de la confrérie par Rome, donc ça pose quand même un problème d'interprétation. Cela dit, Saint Antoine de Padoue semble subir une certaine désaffection dans les demandes de bref au XVIIIe siècle. En revanche, on a des gens qui font des percées, enfin des saints pardon, qui font des percées au XVIIIe siècle. C'est le cas notamment de Saint Jean Népomucène. C'est un nouveau saint, et Antoine de Padoue, c'est un vieux nouveau saint. Un vieux nouveau un saint moderne dans notre typologie, même s'il est médiéval. Alors la question de la répartition par pays se pose. Alors voici la répartition, le top 10 en fonction donc de l'ensemble de la chrétienté. Mais si on prend la question par pays, par exemple pour la France, on se rend compte qu'on obtient un classement assez différent, puisque pour la France, par exemple, eh bien, Saint Antoine de Padoue dégringole de la 2e à la 15e place. En revanche, il retrouve cette première place si on se situe dans la péninsule italienne ou ibérique.
Et le cas polonais a été retenu également. Il est assez intéressant car, mis à part Joseph, qui là est toujours premier, on voit figurer dans le quartet des saints peu fréquents ailleurs, Sainte Thècle en particulier, et bien sûr Saint Jean Népomucène. Donc un certain nombre d'avancées, de données. Alors que faire de toutes ces informations? Dès le départ de l'enquête, on a émis le désir de traduire cela par un atlas donc, qui rendrait compte de ces techniques du faire croire, avec à la fois des cartes, des représentations iconographiques et des renvois aux vies de saints qui rendent compte donc d'un savoir sur les saints qui est un savoir hagiographique vulgarisé ou de moins répandu. Donc des cartes d'abord qui rendraient compte de la présence des confréries placées sous telle ou telle titulature selon les espaces. Alors, vous allez voir ici des exemples de cartes qui ont été réalisées par des participants au colloque, à la journée d'études donc, de janvier 2016. Vous savez ici donc une carte des confréries dédiées à Saint-Joseph, enfin des indulgences accordées à des confréries dédiées à Saint-Joseph, carte réalisée à la demande donc, de Georges Provost de Rennes. Et on voit bien par exemple que Saint-Joseph est un saint qui est très présent dans une espèce d'espace médian, mais qui a tendance à s'étendre à la fois à l'est et à l'ouest. Il faut peut-être ajouter une chose, c'est par diocèse. Par diocèse, donc, oui. Ça dépend de la taille des diocèses. Là où les diocèses sont petits, vous avez beaucoup de ronds rouges, mais quand vous allez à l'est, quand vous allez à l'est du Rhin, là vous voyez sur l'Elbe et tout ça, les diocèses sont énormes. Que ce soit en Europe centrale, orientale, en Hongrie, les diocèses sont énormes. Pologne, etc. Donc là, ce qui compte, c'est la taille du rond. Et vous voyez, il y a beaucoup de confréries, donc il ne faut pas penser des zones blanches. Alors en fait, notre idée aussi, c'est de mettre au début de cet atlas une carte générale qui, elle, alors, sera totalement nouvelle parce qu'elle n'existe pas, qui sera une carte des diocèses et donc qui donnera une idée justement de la taille variable des diocèses afin que l'on puisse ensuite lire les cartes suivantes en ayant en tête cette première carte, ce qui permettra de restituer en fait donc ces figurations dans un espace qui sera corrigé en fait mentalement par cette carte des diocèses que l'on voudrait dresser. On s'est posé beaucoup de questions. En fait, on ne peut pas reporter les confréries au lieu réel de la confrérie parce que très souvent ce lieu est d'abord traduit par le greffe romain et donc pour nous, c'est pas toujours restituable. Et puis parce que nous ne sommes pas toujours extrêmement connaisseurs des zones qui sont impliquées. Donc c'est pour cela aussi que dans un deuxième temps, on voudrait rendre la base disponible sur Internet pour que des gens puissent utiliser cette base et croiser ces données avec les données locales. Alors cela dit, même rapporté au chef-lieu du diocèse, et malgré la très grande inégalité de superficie des diocèses, ce sont quand même des cartes assez intéressantes, en particulier par exemple si vous croisez la carte de Saint-Joseph et la carte de Sainte-Anne. Donc Georges Provost avait présenté les cartes des saints de la famille de Jésus. Et là, c'est assez différent. On a une géographie pour Sainte-Anne qui est totalement différente de celle, enfin très largement différente de celle réalisée pour Saint-Joseph. Donc, ce qui montre bien qu'il y a des ancrages de certaines dévotions dans certaines zones, alors que d'autres zones sont moins perméables finalement à certaines dévotions qui sont reconnues par Rome. Autre type de cartes, alors, ce sont des cartes là qui ont été dressées par Stefano Simi, ça j'aurais dû mettre son nom, avec les brèves d'indulgence donc des confréries de Saint-Sébastien et Saint-Roch. Alors, lui avait choisi de les rapporter à des espaces nationaux, donc ce n'est pas l'option qui finalement sera retenue, mais ces cartes sont quand même intéressantes parce qu'elles représentent une autre option que nous voudrions aussi
intégrée dans l'atlas final, qui est l'option de carte dynamique suivant les périodes. Donc 1720-1730, et ici, excusez-moi, je les ai intervertis, 1670, pardon, 1680, et là, 1720-1730. Alors ce que cela montre, c'est que les dévotions se déplacent aussi, et que suivant les périodes, la dévotion donc à Saint-Sébastien et Saint-Roch n'est pas la même suivant les espaces. Alors là, bien sûr, la question qui se pose pour Saint-Sébastien et Saint-Roch, c'est la question de la corrélation avec la peste, puisque ce sont des saints anti-pesteux. Donc, bien sûr, nous sommes conscients alors voilà le type de réalisation que nous voudrions généraliser. Donc, grâce au financement, et nous l'espérons, donc financement accordé par le LABEX pour l'année prochaine, nous voudrions donc faire réaliser les cartes et fournir un délivrable qui sera donc un atlas des saints, qui comportera aussi ce type d'images, donc d'iconographie, qui sont donc des images tirées soit des indulgences plénières telles qu'on peut les trouver dans les archives locales, soit effectivement aussi des œuvres d'art qui mettent en scène ces saints. Donc nous sommes conscients du biais induit par la source. C'est un regard romain, mais il présente le grand avantage de concerner toute la catholicité. Et là encore, les remarques et les cartes, je ne lui ai pas demandé ces cartes, mais les cartes qui avaient été fournies par Pierre Ragon étaient sur les Amériques, étaient particulièrement intéressantes. Donc c'est un regard romain, mais il présente le grand avantage de concerner toute la catholicité et de fournir une vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble sera affinée par la suite lorsque la base sera assez fiable pour être mise en ligne et permettre la confrontation avec des sources locales. D'ores et déjà, l'exemple des 3 diocèses de Bohême au XVIIe et XVIIIe siècle, donc travaillé par Jérémy Collège, montre que les résultats divergent alors légèrement et qu'ils peuvent renseigner de façon fine sur les acteurs locaux de ces dévotions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.